Alors bonjour à tous et toutes, je m'appelle Malika Jasmine Labage-Castrio, je suis une étudiante à la maîtrise à la chaire. C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je vous présente la suite de notre matinée. Daniel travaille sur et avec les travailleurs agricoles en Ontario et au Québec depuis une vingtaine d'années déjà. Avec ses collaborateurs Guillermo Candice, Eloy Rivas, Tania Bassuk, ils ont publié des articles souvent cités. En 2021, elle a rencontré Michel Pilon et d'autres personnes ici présentes afin de collaborer à l'ouverture d'un bureau du RATMAC à Québec. C'est Véronique Tessier, à la maîtrise, anciennement travail social au Centre multiethnique de Québec et candidate à la maîtrise, qui a obtenu le poste de coordonnatrice de ce nouveau bureau. À cette époque, Véronique planifiait faire un travail de recherche sur les demandeurs d'asile. De son côté, en tant que sociologue démographe, Daniel a souvent constaté le manque criant de données quantitatives sur les travailleurs agricoles au Québec. Si les nombreuses analyses qualitatives et de type ethnographique sont unanimes quant à la précarité vécue par ces derniers, nous n'avons pratiquement aucune donnée quantitative pour faire avancer la connaissance et alimenter nos activités de plaidoyer. Forte de son expérience au RATMAC en 2021, Véronique a décidé de se consacrer à la recherche sur les travailleurs migrants agricoles. Elle s'est imposée comme la personne idéale pour mener et coordonner une enquête fouillée et rigoureuse sur les déterminants sociaux de la santé chez les travailleurs agricoles temporaires au Québec, sujet qui l'intéressait au plus haut point. Après une préparation minutieuse, le projet Partant, lancé en mai 2022 en étroite collaboration avec le RATMAC, une enquête quantitative auprès de 200 travailleurs migrants de ferme au Québec. Tout un défi méthodologique dont Véronique va vous parler. Grâce à un financement conjoint du projet Partant, de la chaire, du programme MITAC, du RATMAC et du RATMAC, c'est plus de 60 000 $ qui a été investi dans ce projet d'enquête dont nous sommes particulièrement fiers. J'ai moi-même fait partie de l'équipe de terrain. Je laisse Véronique vous présenter les résultats préliminaires et inédits de cette importante recherche. Merci Malika, merci Daniel qui mettait la table assez haute pour moi aujourd'hui, mais je suis très heureuse de vous présenter donc pour une première fois des résultats préliminaires de cette étude. Est-ce que vous m'entendez bien jusque dans le fond? C'est super, je suis comme branchée comme une agent spécial aujourd'hui. Donc, pendant la présentation, je vous invite à m'interrompre pour des questions peut-être d'éclaircissement sur les diapos ou sur les graphiques, mais pour ce qui est d'approfondissement, de parler de d'autres sujets, je préfère qu'on le garde à la fin parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, voilà, j'ai déjà été bien introduit. Lors de mon entrée au RATMAC il y a 2 ans, j'ai été assez frappée par tout ce qui entoure l'enjeu de la santé pour les travailleurs temporaires en agriculture. Donc, à quel point le régime de migration temporaire rendait difficile pour eux la prise en charge de leur santé, tant mentale que physique. Puis, c'est donc une frustration puis un désir là, de changer les choses qui a été le moteur là, de ce beau projet qu'on vous présente aujourd'hui. Puis, on va débuter. Donc, la recherche qui a été réalisée au Canada et aux États-Unis, elle s'entend sur le grand constat d'un cumul de précarité qui sont vécus par les travailleurs migrants agricoles et qui sont liés, entre autres, aux 4 facteurs suivants. Donc, premièrement, les impacts du permis de travail fermé qu'on connaît déjà très bien, qui empêchent les travailleurs migrants en agriculture de changer d'employeur, qui favorise donc la soumission des travailleurs, des dynamiques de travail sous pression et qui, bref, qui déséquilibre les pouvoirs entre la partie employeur et la partie employée. Ensuite, le phénomène de la déportabilité et du non-rappel qui rend facile la déportation ou le non-rappel des travailleurs non conformes sans mécanisme d'appel qui existe pour les travailleurs de contester de telles déportations, de tels non-rappels. Donc, même si ça touche seulement une minorité de travailleurs, c'est vraiment la peur de cette perspective-là qui va modeler le travailleur dans un comportement dans lequel il ne veut pas attirer l'attention sur ces enjeux de santé, notamment. Ensuite, donc les 2 premiers points et le 3e, on comprend que ça profite là, malheureusement à la partie employeur. Les obstacles à l'accès aux soins, ils sont nombreux.
On a la barrière de la langue. Évidemment, la majorité au Québec, ils sont hispanophones. Ils vont travailler dans des régions isolées, loin des centres de santé. Et on a encore une fois le contrôle de certaines entreprises sur l'accès aux soins. On en a parlé un petit peu tantôt pendant la présentation de Guillaume. Voilà, et bon, globalement, un manque de connaissance du système de santé là, qui leur nuit. Finalement, ce qui touche tous les agriculteurs, les risques inhérents au domaine agricole, qui est reconnu au Canada comme le 4e domaine d'emploi le plus risqué et qui va confronter donc les travailleurs étrangers temporaires à des hauts risques là, de lésions professionnelles et d'accidents. Donc, quelques études antérieures avec un échantillon donc quantitatif qui ont été réalisées sont celles-ci. Les 2 premières au Québec et les 2 dernières en Ontario et en Colombie-Britannique. Donc, elles sont peu nombreuses. Ces équipes-là ont réalisé des analyses descriptives, plutôt sommaires des problématiques, avec un focus sur les travailleurs étrangers sur les fermes maraîchères. Donc, vraiment, les travailleurs, l'image typique qu'on imagine, ceux qui travaillent au champ. Mais aujourd'hui, la réalité elle est beaucoup plus diverse. Au Québec, ils sont présents dans tous les types de production agricole. Donc, dans le cadre de cette étude, on a voulu pousser l'analyse un peu plus loin, se lancer le défi de voir si certains sous-groupes de travailleurs sont plus exposés que d'autres à des risques. Parce que ce qu'on voit sur le terrain, c'est que c'est pas homogène. Il y a des travailleurs qui, ici, ont des conditions qui les satisfont et d'autres qui sont carrément problématiques. Donc, on a voulu présenter un portrait un peu plus nuancé de ce qui se passe sur le terrain. Puis, voilà. Donc, le cadre méthodologique, le cadre théorique qui a été utilisé, c'est celui de l'EMCONET, d'Employment Condition Knowledge Network. C'est un groupe de chercheurs là, originaires de plusieurs pays qui, dans les années 2000, ont développé plusieurs modèles explicatifs des inégalités en santé en raison des conditions de travail. Donc, les éléments qu'on a étudiés dans le cadre de l'enquête, ça va être plutôt les éléments qui se trouvent... je suis capable de pointer. Ouf, c'est faible, hein? On ne voit pas grand-chose. OK. Je vais utiliser mon doigt peut-être. Bon. Voilà, donc les facteurs qu'on a opérationnalisés, qu'on est allé voir sur le terrain. Oui, Gabriel? EMCONET. En bas, tu as la référence Benac, Montaner, Santana 2007. Mais je vais pouvoir te partager le tout, là. Ça date quand même des années 2000. Donc voilà, ils font des liens entre les différentes sphères d'influence de la société, donc des facteurs plus distaux de l'individu, le système économique, politique, etc., et ce qui finalement affecte les travailleurs dans leurs inégalités en santé. Dans le contexte des travailleurs étrangers temporaires, on a décidé d'ajouter des éléments à ce modèle-là parce que on a les conditions de logement, par exemple, les conditions de transport qui sont aussi déterminées finalement par la sphère du travail dans le cadre de leur séjour au Québec. Donc, on l'a modifié là, pour cette étude. Voilà, ça nous amène à l'objectif là, qui a orienté le travail, documenter de manière quantitative les déterminants sociaux de la santé chez les travailleurs agricoles temporaires au Québec, avec 3 sous-objectifs. Le premier, on s'est intéressé aux conditions d'emploi, aux conditions de travail, tant physiques que psychosociales, et aussi au harcèlement psychologique et sexuel au travail. Deuxième sous-objectif concernait les conditions de vie matérielles et sociales. Donc, on est allé voir des conditions de logement, de transport et les réseaux sociaux qui entourent ces travailleurs-là, donc le support social dont ils peuvent bénéficier ou non. Et le troisième sous-objectif, on est allé explorer leur connaissance du système de la santé au Québec, leur état de santé perçu, donc comment ils perçoivent leur situation lorsqu'ils sont ici, leur santé, et finalement l'accès aux soins. Donc, quelques éléments méthodologiques là, avant de penser à certains résultats. Bon, le projet a été rendu possible grâce à un partenariat très serré avec le RATMAC, pour qui je travaille aussi. C'est un accès là, inestimable qu'on a eu au terrain pour le recrutement des travailleurs, donc notamment grâce aux listes de numéros de téléphone qui sont récoltées à l'aéroport, les listes de numéros WhatsApp, en fait, qu'on peut récolter depuis 2020, un peu grâce à la pandémie. Donc, ça a facilité beaucoup le contact avec les travailleurs, ce qui peut être plus problématique dans d'autres études qui vont même parfois choisir de passer par les employeurs, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas faire pour des enjeux éthiques.
Voilà, partenariat académique communautaire. Ensuite, la manière de rencontrer les travailleurs, elle a été mixte. Donc, on a eu une partie des rencontres qui se sont faites à distance. La majeure partie a été faite à distance et une autre partie qui a été faite en présentiel, selon les besoins et les disponibilités des travailleurs et leur région de travail. Ah, ça, c'était le mode bimodal. Je m'excuse, j'ai tout mélangé, mais le mode bimodal. Mixte, on parle de la méthodologie, donc oui, c'est une étude quantitative principalement. Donc, on a développé un questionnaire de 131 questions à peu près qui touchent sur tous les thèmes dont je vous ai parlé. On va changer de page, ça ne sera pas long. Puis, donc, j'ai développé le questionnaire en consultant, en fait, des études préexistantes, donc des études statistiques québécoises, canadiennes, mais aussi américaines. Et d'autres questions ont été créées vraiment pour le projet en pensant aux travailleurs agricoles. Puis, en parallèle de ce questionnaire-là, bien, on a voulu quand même profiter de ces nombreuses heures qu'on a passées avec les répondants pour laisser certaines traces qualitatives. Donc, il y a aussi des fiches d'enquête qui ont été remplies par les auxiliaires pour faire un résumé des conversations qui se sont déroulées pendant les rencontres, mais aussi donner des exemples, finalement, d'histoires vécues là, plus personnelles par les travailleurs pour aller au-delà des données, finalement. Donc, méthodologie mixte, critères de sélection, c'est une étude qui s'intéressait seulement aux hommes. Donc, être un homme, les travailleurs devaient être ici au Québec pendant la réalisation de la collecte. Et aussi, très important, on a fixé un seuil d'exposition, finalement, de 1 an. Donc, le travailleur devait être travailleur étranger ici au Canada depuis 1 an ou une saison de travail. On voulait qu'il ait vraiment vécu ce mode de vie-là pendant une période assez longue pour avoir du recul puis augmenter la pertinence des données. Oui? Véronique, pourquoi c'est juste des hommes? En fait, bon, ils représentent quand même la majeure partie de la population, plus de 90 %. Les liens aussi du RATMAC avec cette population-là sont plus établis. Puis, l'analyse du genre, c'est un facteur que j'ai décidé de ne pas inclure, étant donné que c'était déjà grand ce qu'on voulait faire. Donc, c'est un choix autant méthodologique, mais aussi au niveau des objectifs là, de l'étude. Mais l'outil développé, le questionnaire, pourrait très bien être réutilisé et l'analyse du genre, le sexe ajouté. Oui, bonne question, merci. Critères de sélection, j'en ai parlé. Voilà, le seuil d'admissibilité qui était d'avoir été ici 1 an. Et bien évidemment, on en a parlé tantôt, l'investissement en temps sur le terrain, il a été énorme l'été passé. Donc, pour atteindre là, un échantillon de 200 travailleurs, on a eu une équipe de 5 auxiliaires qui m'ont aidé sur le terrain. Il y en a quelques-unes qui sont ici présentes aujourd'hui. C'est ça. Donc, le questionnaire, il était vraiment administré par quelqu'un. Ce n'est pas le travailleur qui répondait lui-même. On voulait vraiment que les données soient pertinentes, puis qu'on puisse expliquer les questions aux travailleurs aussi. Plusieurs questions viennent d'études statistiques et il fallait vulgariser finalement le contenu pour s'assurer que la réponse du travailleur était collée à sa réalité. Donc, ça demandait des rencontres là, de entre 45 minutes et 1h30 avec chaque personne, ce qui a nécessité l'embauche de plusieurs personnes. Donc, la collecte s'est réalisée entre les mois de mai 2022 et octobre 2022. Le recrutement a été facilité par environ 11 sorties sur le terrain. On est allé dans plusieurs événements, dans plusieurs régions. Puis, en faisant des petits calculs, une estimation, là, on obtenait que chaque rencontre avec un travailleur, ça prenait au moins 6 heures d'investissement en temps, que ce soit les tâches de recrutement avant, la rencontre avec le travailleur, puis après l'analyse. Donc, c'est beaucoup de temps qui a été investi par cette belle équipe. Voilà. Alors, passons à la description de l'échantillon qu'on a obtenu. Donc, je l'ai déjà dit, 200 travailleurs ont été interrogés, ce qui représente, là, selon les données de 2021, à 1 % de la population au Québec, ce qui est assez substantiel pour une étude comme ça. Nos répondants étaient originaires de 5 pays, mais à grande majorité ils étaient guatémaltèques, donc le 4/5e guatémaltèque et l'autre 5e surtout des Mexicains. Donc, c'est les 2 groupes majoritaires qu'on a au Québec. L'âge médian des travailleurs, 30 ans. La majorité en couple avec enfants. Puis, on avait à peu près 30 % des répondants qui avaient seulement une école primaire, là, comme niveau d'éducation au moins. Donc, 6 années au moins d'études pour le tiers. Ce qui est sans doute moins élevé que ce que ça l'était il y a peut-être une vingtaine d'années, mais il y a quand même des profils là, qui se diversifient au niveau des études des travailleurs.
Et voilà, au niveau des caractéristiques qui ont un lien au travail, bien, la donnée médiane pour l'expérience au Québec, c'était 4 années d'expérience, donc des travailleurs qui ne viennent pas non plus ici depuis si longtemps. Et ils étaient à l'emploi dans 13 des 17 régions administratives au Québec, dont on a couvert quand même assez bien le territoire, et à l'emploi de 13 différents types d'industries agricoles, 13 sur 17 aussi. Voilà pour la description de l'échantillon. Donc, évidemment, c'est impossible de présenter toutes les données aujourd'hui. On va se concentrer sur 4 faits saillants que je voulais vous présenter. En commençant par les distinctions importantes qu'on trouve entre le groupe des Mexicains et des Guatémaltèques au Québec. Donc, pour monter en arrière un petit peu pour comprendre l'historique de leur présence au Québec qui est assez différente. Les Mexicains travaillent sur les fermes ici depuis au moins les années 70. Donc, ils viennent surtout dans le cadre du programme des travailleurs agricoles saisonniers, un programme qui est plus vieux. Et alors, c'est le contraire pour les Guatémaltèques là, qui voyagent depuis les années 2000 à peu près au Québec, dans le cadre d'un autre programme qui est le plus connu, Programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Puis, cette historique-là, disons, de présence sur le marché du travail, elle est différente. Elle se combine aussi à des situations socio-économiques différentes dans les pays d'origine aussi. Donc, le Guatemala, c'est un pays qui est beaucoup plus pauvre que le Mexique. Les Guatémaltèques ont très peu d'opportunités là-bas et vivent davantage de problématiques sociales. Donc, ça va modeler aussi la manière dont les travailleurs ils jugent, ils considèrent leur expérience ici au Québec. Donc, au niveau des données, ici, on a croisé l'âge des travailleurs par regroupement avec leur origine ethnique. J'ai mis Honduras avec Guatemala, il y avait 2 travailleurs qui étaient d'origine hondurienne, on les a regroupés. Donc, on voit vraiment que les Mexicains sont des travailleurs en moyenne, là, ou plus âgés. 40 ans et plus, c'est quand même un groupe qui est significatif, alors que les plus jeunes sont minoritaires. Chez les Guatémaltèques, c'est très différent, la moitié ont moins de 30 ans. Donc, c'est des travailleurs qui ont intégré le marché du travail assez récemment au Québec. Et le portrait, il est similaire pour les années d'expérience. Donc, une quarantaine de % des Mexicains viennent depuis 6 années ou plus, donc ont acquis une certaine connaissance de la société ici, alors que c'est moins fréquent chez les Guatémaltèques là, qui sont assez nombreux à venir ici depuis 1 an ou 2. Et c'est sans doute sous-représenté parce qu'on avait quand même un critère qui les excluait, les nouveaux là, de l'étude. Voilà, donc ce changement-là, c'est un indice aussi du changement graduel sur les fermes des Mexicains par des Guatémaltèques. Donc, des employeurs qui vont choisir de changer l'origine ethnique de leurs travailleurs pour plusieurs motifs et aussi parce que le PTET permet des contrats qui vont jusqu'à 2 ans, alors que le programme dans le cadre duquel les Mexicains viennent, bien, c'est 8 mois à la limite. Donc, c'est vraiment des industries saisonnières dans lesquelles travaillent les Mexicains surtout, les fermes maraîchères, et les contrats sont plus longs pour les Guatémaltèques et ça influence donc les industries où ils travaillent. Donc, on le voit ici, la vaste majorité des Mexicains sont sur des fermes de culture, des fermes maraîchères surtout, alors que c'est seulement 50% des Guatémaltèques qui travaillent au champ. Un quart vont travailler à la traite des vaches et un autre quart à l'élevage animal. D'accord. C'est la première fois que je les présente, ces données-là, donc vous êtes mes cobayes. Donc, on a vu une différence dans les conditions dans leur pays d'origine, puis aussi une différence dans l'historique au Canada. Donc ça a des répercussions, comme je le disais, sur leurs conditions ici, comment ils perçoivent le vécu au Québec. Donc ici, je présente 3 risques psychosociaux au travail. Le premier, recevoir l'aide du supérieur sur le lieu du travail. Le deuxième, travailler en excès. Et le troisième, avoir la latitude décisionnelle dans comment je fais mes tâches au travail. Okay? Donc, on a croisé le pays. Ici, le lilas, c'est le Guatemala. Le bleu, c'est le Mexique. Donc, plus la barre elle est basse, plus le travailleur il est exposé à ce risque-là. Donc, dans le cadre de ces 3 contraintes-là, les Mexicains se disent recevoir moins d'aide de la part de leurs supérieurs. Ils disent travailler davantage en excès sur la ferme et ils disent aussi avoir moins de latitude
dans la réalisation de leurs tâches. Ensuite, ça terminait là. Donc, en regardant aussi, les Mexicains étaient 2 fois plus nombreux à se déclarer victimes de harcèlement psychologique et vont dire se sentir moins en sécurité au travail. Donc, est-ce que c'est vraiment leurs conditions qui sont plus difficiles ou c'est la perception des travailleurs qui est différente? Moi, je pense que c'est un mélange des deux. On a vu qu'ils sont beaucoup sur les fermes maraîchères, donc ce sont des milieux de travail plus durs. On va le voir plus tard. Donc, beaucoup plus durs sur les fermes maraîchères. Et les travailleurs mexicains, moi, je pense qu'ils sont plus critiques aussi de leurs conditions parce qu'ils peuvent se le permettre. Hein. Ils ont un petit peu moins à perdre que les Guatémaltèques pour qui c'est l'opportunité vraiment de leur vie d'être ici. Bien, c'est la même pour les Mexicains aussi, mais dans un ordre de grandeur vraiment différent. On peut penser aussi qu'avec l'historique, les Mexicains vont être plus sensibilisés aussi par rapport à leurs droits ici et vont avoir des réseaux de soutien qui vont être plus développés. Donc, ça peut changer la manière d'intervenir auprès des deux groupes. Ensuite, le type d'industrie agricole, on a vu que c'était un déterminant important pour plein de risques, que ce soit au niveau du transport, du logement, des réseaux sociaux. Donc, on va vraiment le garder en tête dans nos prochains travaux, qu'un travailleur qui va sur une ferme laitière va avoir une vie et est exposé à des risques complètement différents qu'un travailleur qui travaille à l'île d'Orléans pendant l'été. Donc, ça, c'est la composition rapidement de l'échantillon. Donc, 56 des travailleurs de l'échantillon travaillaient sur des fermes de culture. Donc, j'ai regroupé le maraîcher, mais aussi fermes de cannabis, fermes de fleurs, fermes de gazon. Voilà, mais c'est surtout fruits et légumes. Production animale, bien, on a la volaille, on a le porc, on a le bœuf, etc., qui ont été regroupés. Première distinction, le nombre de travailleurs étrangers qui sont embauchés sur chaque type de ferme. Donc, les travailleurs qui travaillent pour des industries de culture disent que leur employeur embauche souvent 51 travailleurs et plus. Donc, les 3 catégories, c'est 5 travailleurs et moins. On parle vraiment des travailleurs étrangers temporaires seulement. Le travailleur devait dire sur ma ferme combien il y en a comme moi qui sont embauchés. Voilà, la moitié des fermes de culture, ce sont des grandes productions qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre au champ. Alors que le portrait, c'est le contraire pour les productions laitières. Ça va être plus mécanisé. L'employeur va avoir besoin de moins de travailleurs. Donc, ça va être très rare que ça va excéder 5 travailleurs. Et ça va changer beaucoup les conditions de vie et de travail. Là. Le nombre la grosseur de la main-d'œuvre. Ici, le nombre d'heures travaillées par semaine. Donc, on demandait aux travailleurs, la semaine avant, on demandait aux travailleurs de nous dire combien d'heures ils avaient travaillé la semaine avant. Fait que ce n'est pas une moyenne, c'est vraiment une photo. Et on voit qu'encore une fois, c'est les travailleurs de culture qui travaillent en plus grande partie 60 heures et plus par semaine. Donc, ça pouvait aller jusqu'à 80, là, mais on a regroupé ça comme ça. Alors que pour production animale, on voit que c'est assez rare que dans l'élevage, ils excèdent 60 heures semaine. Donc, évidemment, on peut penser que le travailleur qui travaille plus d'heures a plus de risques de souffrir de lésions professionnelles et que le travail prenne une place trop importante dans la vie, finalement. Un autre facteur de risque ici, ce sont 2 contraintes physiques. Donc, la première, c'est travailler avec les bras au-dessus des épaules à répétition pendant la journée. Ici, ce sont les travailleurs laitiers, dans le fond, qui vont être plus exposés parce que les tâches reliées à la traite leur exigent cette position-là. Et donc, plus de 50 % ont dit, moi, au travail, je travaille toujours ou souvent dans cette position-là. Donc, le mouvement est répété pendant la journée. Le risque de troubles musculo-squelettiques va être plus élevé là, si c'est un mouvement qui revient pendant toute la journée. Et une autre contrainte physique qu'on est allé voir, c'est travailler le dos penché ou le dos twisté. Donc, ça nous fait penser directement au travail au champ, évidemment, mais dans les 3 types d'industries, c'est très courant. Finalement, plus de 50 % se disent vraiment exposés souvent ou toujours. Mais ceux qui remportent la palme, évidemment, c'est les travailleurs de culture. Ensuite, une dernière variable que j'aime beaucoup,
Elle a trait au logement, donc à la vie finalement hors du travail. On a demandé aux travailleurs, avez-vous la liberté de recevoir de la visite si vous le désirez dans votre logement? Et encore une fois, le portrait est super différent si on compare les industries. Les travailleurs laitiers sont assez favorisés. La grande majorité va dire, moi, toujours, j'ai le droit de recevoir quelqu'un chez moi. Évidemment, parce que la plupart ont une chambre pour eux. Ils ne partagent pas un logement avec 50 travailleurs. Donc, ils ont beaucoup plus de liberté dans leur temps libre. Alors que les travailleurs de culture, il y a seulement 50% qui se sentent libres toujours de recevoir des gens chez eux. Et cette question-là même, il y a des travailleurs qui ne la comprenaient pas parce qu'ils ont dit, non, je ne me suis jamais posé la question si j'allais inviter quelqu'un chez moi. C'est absolument impossible parce qu'ils vivent déjà dans des conditions tellement d'amour, c'est quoi le mot? Proximité. Oui, de proximité, voilà, que ça leur était même pas venu à l'esprit d'inviter quelqu'un, là, un ami, par exemple. Donc, voilà pour l'influence du type d'industrie agricole. On va passer au troisième résultat. On a vu que... Malika, c'était combien? OK, c'est bon. On va aller vite. Il y a tellement de choses à dire. 131 questions, c'était trop. Hein? Mais j'étais entêtée. On est rendu où? Donc, dans nos rencontres avec les travailleurs, on a senti un paradoxe entre un certain désir d'intégration à la société québécoise et un isolement social de l'autre côté qui va être vécu par plusieurs. Donc, 90%, plus de 90%, la majorité des travailleurs s'entendent sur ces 4 variables-là. Donc, premièrement, le désir de suivre des cours de français ici au Québec, alors que seulement le 5e, 1 sur 5, avait dit qu'il avait eu accès dans la dernière année. La grande majorité se disent intéressés par un changement de secteur d'emploi ici. La majorité aussi ont réalisé d'autres métiers dans leur pays d'origine. Donc, ils ne sont plus seulement des agriculteurs, comme c'était le cas à l'époque du début des programmes, mais ils vont être mécaniciens, ils vont être conducteurs de poids lourds, cuisiniers. On leur a posé cette question-là aussi, et la gamme des métiers que ces hommes-là savent faire, c'est à peu près infini. Même certains ont des études universitaires, là, en passant. La majorité est intéressée à venir avec la famille au Québec et serait aussi éventuellement intéressée par la résidence permanente si c'était plus accessible, si c'était possible pour cette catégorie-là d'immigration. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. On leur a demandé, sur une échelle de 0 à 10, comment vous qualifiez votre sentiment d'appartenance au Québec, à votre communauté d'accueil. Et c'est des fréquences à gauche, là, donc, et plus de 100, là, donc plus de 50% des répondants, beaucoup plus, disent que leur appartenance est haute. Fait qu'ils ont choisi 7, 8, 9 ou 10 là, sur l'échelle de 10. Donc, c'est assez étonnant. Ça montre que malgré la difficulté finalement du mode de vie, ils vont tisser des liens ici et vont peut-être aussi se projeter à long terme, là, plus que ce qu'on pourrait le penser. De l'autre côté de la médaille, c'est l'isolement social qui va être vécu par plusieurs. Donc, 4 variables que je vous présente ici. Donc, ici, c'est à peu près 40% des travailleurs qui vont dire que quand ils ont besoin de parler à quelqu'un, jamais ou rarement ils vont rencontrer ce support-là quand ils sont au Québec. Ici, c'est le tiers qui va dire, quand j'ai besoin de me divertir, jamais ou rarement je trouve quelqu'un avec qui passer des bons moments au Québec. Ensuite, ça peut être relié à la nervosité que vivent plusieurs. Donc, plus du tiers va se dire nerveux ici, toujours ou la majorité du temps pendant leur séjour au Québec. Je vais passer la dernière. Ici, l'impact que a le mode de vie donc sur l'état de santé. On leur a demandé comment ils qualifiaient leur état de santé mental quand ils sont au Guatemala et au Mexique et quand ils sont ici. Donc, de faire une comparaison. Et c'est intéressant de voir que l'expérience est vraiment différente pour les travailleurs. Une bonne partie va se dire mieux au niveau de la santé mentale au Québec. Les raisons, ça va être, ils vont dire que la protection sociale, elle est plus grande ici. Ils vont se sentir tranquilles parce qu'ils ont une stabilité économique, ils ont un travail qui est plus stable que ce qu'ils auraient chez eux. Moins de criminalité aussi. Au Canada, ils vont voir que ça a un effet sur leur santé mentale, sur leur sentiment de sécurité. Et certains aussi vont se sentir accomplis par le travail qu'ils réalisent. À l'inverse, le groupe qui dit que leur santé mentale est pire, il est plus élevé.
Les raisons qui vont être mentionnées, ça va être surtout l'éloignement familial, de ne pas pouvoir voir leurs enfants grandir. Ça va être aussi le fait de mener une double vie, finalement. Se sentir enfermé aussi. Certains vont même utiliser le terme prison, donc n'ont pas accès à un moyen de transport, donc sont enfermés carrément sur le milieu de la ferme. Et ils vont mentionner certains, l'anxiété ou la pression due au harcèlement au travail. Donc, ça résume bien ce point-là que l'expérience des travailleurs n'est vraiment pas homogène au Québec. Il y en a une partie qui dit bien vivre ici et se projeter, et d'autres vont souffrir là, du séjour. Très rapidement, pour mon 4e point, qui traite de la méconnaissance du système de santé. Donc, le plus grand groupe, finalement, c'est celui qui dit que sa connaissance du système, elle est mauvaise au Québec. Donc, la question, c'était celle-là. Comment vous qualifiez votre connaissance du système? Certains, quand on leur posait la question, nous répondaient qu'ils n'ont pas à le connaître de toute façon. Pour eux, ça ne faisait pas partie de leur responsabilité parce que c'est l'employeur de toute façon qui allait être en charge de décider s'ils allaient à l'hôpital, par exemple. Ça va être l'employeur qui va être en charge d'appeler le 911 s'il y a quelque chose. Donc, il y a une certaine dépossession de leurs moyens là, par rapport à la santé. Et rapidement, la majorité vont dire ne pas savoir quel numéro composer s'il y a une urgence sur la ferme. Donc, c'est tout simple, c'est le 911. On leur a dit, là, après leur réponse, on en a profité pour leur dire. La majorité va dire qu'on ne leur a jamais appris comment utiliser la carte RAMQ, ni comment utiliser leur carte de couverture privée. Donc, ils paient une couverture privée, les travailleurs agricoles, mais en bénéficient très, très, très peu. Donc, il y a une compagnie là, qui se met de l'argent dans les poches, ça, je peux vous le dire. La majorité va se dire préoccupée de perdre leur emploi en raison d'un problème de santé. Donc, c'est une préoccupation. Ils savent que leur corps, c'est leur principal outil de travail. Donc, ils l'ont toujours en tête parce qu'ils ont vu des collègues, ils ont vu des amis peut-être perdre leur opportunité d'emploi au Canada. Et finalement, à la question « Avez-vous eu besoin de soins dans la dernière année? » On a quand même le quart, donc une cinquantaine qui a dit « Moi, j'ai eu besoin de soins » et le tiers n'a pas accédé à des soins de santé. La réponse qui est mentionnée le plus, c'est J'ai peur de demander à l'employeur » ou « Je l'ai demandé à l'employeur et il a dit non ». Donc, c'est la raison qui venait le plus pour l'inaccès aux soins de santé. Donc, oui, j'ai runné ça. Je vous laisse sur une petite photo de Caroline Tapia sur le terrain à Saint-Rémy. Et je vais prendre les questions tout de suite là, parce que les recommandations vont peut-être venir avec les questions. Merci. Je vais boire une gorgée pendant... Je vais pas prendre le micro. Stéphanie Arsenault, école de travail social et de criminologie. Véronique, tu as mentionné que les travailleurs ont à la fois la RAMQ et une couverture privée de santé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus que fait l'un, que fait l'autre pour eux? Oui, bien, c'est un petit peu comme vous et moi. Là, la couverture privée, elle va couvrir, par exemple, rapatriement médical au pays d'origine s'il y a une urgence, va couvrir les médicaments, ceux qui le savent que ça couvre les médicaments. Assurance vie, assurance invalidité courte durée. Donc, c'est toutes des clauses qui sont prévues, mais les travailleurs ne sont pas au courant. D'ailleurs, ça nous a pris 1 an au RATMAC pour obtenir la police d'assurance complète pour un Mexicain. Donc, elle n'était pas publique. En fait, c'était illégal, là. Le preneur d'assurance, le bénéficiaire a le droit de lire le contrat au complet, mais l'ambassade, c'était l'ambassade du Mexique qui ne voulait pas partager aux travailleurs leurs propres droits, finalement. Ça nous a pris 1 an avec une mise en demeure, avec un travail d'une avocate, là. Puis pour les Guatémaltèques, on ne l'a pas encore. Est-ce que c'est une compagnie imposée unique ou c'est alors... Ça s'appelle Co-One Insurance. C'est une compagnie d'assurance collective qui va assurer d'autres groupes, là. Je pense que c'est américain ou peut-être américain-canadien, là. Ouais. On pourrait s'en parler longtemps. Après Gabrielle, oui. Ah! Bonjour, merci. Véronique, moi je suis Aline Fennes, stagiaire postdoctorante à l'EDIC. Je travaille avec une chaîne de Peninsula
plusieurs personnes qui sont ici. J'aime frappé pour les données d'appartenance, des sentiments d'appartenance. J'aimerais savoir un peu plus, c'est quoi, tu as mentionné qu'il y avait une vulgarisation au moment de la récolte de données. Ouais. Donc, c'est quoi qu'ils comprenaient comme appartenance? Ça a été difficile à expliquer cette question-là. On va aller donner des exemples. Est-ce que vous vous sentez un peu comme chez vous, ici, par exemple? Malika, je ne sais pas si tu as d'autres idées. Comme exemple, c'était aussi comment ici se sentaient, c'était perçu comme s'ils pouvaient être là, comme si les gens Accueillis. étaient accueillis, s'ils se sentaient bien justement avec les autres. Il y en avait plusieurs qui disaient oui, il y en avait d'autres qui disaient que non, qu'ils sentaient du racisme. Donc, c'est sûr que dans la manière dont on a posé la question, on a peut-être divergé un peu du concept de sentiment d'appartenance, mais on a pris la question quand même parce que ça permet la comparaison avec d'autres études là, statistiques au Canada. Là. Mais ça a été une question plus difficile, à vulgariser tout à fait. Désolée de continuer, mais c'est quoi votre interprétation un peu de... Parce que là, il y a les données. Des réponses, oui. Ce qui est intéressant avec notre échantillon, c'est justement qu'on est allé voir des travailleurs beaucoup plus diversifiés de ce qui s'était fait avant. Donc, moi, je pense que si on n'avait que rencontré des travailleurs de ferme qui sont ici quelques mois par année, 3-4 mois, qui sont très isolés, le portrait était différent. Mais là, on est allé parler à des hommes qui sont ici pour des contrats d'1 an, de 2 ans, qui ont une plus grande liberté, peut-être un certain accès aux cours de français. Donc, je pense que le résultat de cette question-là doit être sûrement un peu, pas débalancé, mais représenter, disons, des travailleurs au profil beaucoup plus différent de ce qui avait été fait avant. Là. Puis nos données, elles ne sont pas, je dirais, alarmantes. Là, il n'y a pas de facteur où je vois que, wow, tous les travailleurs sont exposés aux pesticides. Ça va être, elles vont être assez... pas alarmante, mais il faut s'intéresser au sous-groupe, dans le fond, de l'échantillon pour vraiment voir c'est quoi les dangers les plus grands, en fait. Donc, pour cette question-là, c'est juste que c'est des contextes de travail tellement différents, dont on parle moins souvent, là, mais un travailleur laitier, il peut avoir sa maison à lui, une voiture prêtée par l'employeur, peut avoir une vie beaucoup plus normale ici que ceux qui sont dans les fermes. Là. Ouais. Oui. Donc, il y avait Gabriel aussi avant, par contre, Malika, après ça, Mario. Oui, bonjour. Une petite question par rapport à l'accès aux soins. Oui. Est-ce que tu as demandé aux travailleurs pendant la recherche, est-ce que tu as demandé si le fait n'est pas déclaré ou accéder aux soins, est-ce que c'est plus lié qu'il ne veut pas perdre son emploi, qu'il a craint de ne pas être rappelé l'année prochaine? Ou ça pourrait être aussi une question de culture du marché du travail dans son pays d'origine. Je te demande ça parce qu'à nouveau, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, latino-américaine, la culture de prévention, santé, sécurité, c'est presque nul. Donc, je ne sais pas dans tous les pays, mais de mon pays. Mais aussi, quand on parle, parce que tu as dit que par exemple, la perception des Mexicains qui travaillent depuis quelques années ont changé. Donc, j'imagine qu'ils commencent à voir, effectivement, on fait la comparaison entre Canada et son pays, qu'ici, la santé, sécurité, accès aux services est tellement différent qu'il y a des droits, qu'il n'y a pas de répression ou de problèmes après. Mais est-ce que tu crois que ça pourrait être un mélange de deux, ou c'est plus que non, parce que je veux obtenir mon travail l'année prochaine, et que mon employeur m'appelle après? Je pense que c'est un mélange des deux. Par contre, on va voir que les travailleurs vont développer d'autres stratégies pour prendre soin de leur santé. Par exemple, la plupart vont arriver avec une trousse de médicaments, des antibiotiques, ils vont s'auto-traiter. Et on a même des récits comme quoi les travailleurs vont consulter à distance des docteurs dans leur pays d'origine. Donc, la volonté de consulter, elle est là, mais ici, il y a énormément de barrières. Donc, un des répondants avait une infection, il nous a raconté qu'il avait une infection à l'oreille, donc il était du Guatemala, il a consulté un docteur en ligne et il y a un membre de sa famille qui voyageait prochainement pour le rejoindre, donc il s'est fait prescrire un antibiotique au Guatemala, quelqu'un a voyagé avec le médicament ici pour pouvoir lui donner, pour éviter finalement le passage obligé par l'entreprise
et ce qui n'a pas permis son accès finalement au système de santé qu'on a ici, qui aurait facilité une prise en charge beaucoup plus rapide. Donc, je pense que le contexte de contrainte dans lequel ils travaillent y est pour beaucoup. Puis on le voit au RATMAC, quand on offre aux travailleurs de les accompagner dans le système de la santé, souvent la réponse c'est oui, parce que c'est juste ça qu'ils attendaient. Oui, mais c'est une très bonne question. Merci. Allô, Gabriel Bergeron-Establé, encore. Question pour toi, Véronique, juste pour clarifier. Au niveau de l'assureur privé, des assurances collectives des travailleurs, c'est pas la même assurance que les autres travailleurs québécois ou canadiens sur les fermes. C'est pas l'employeur ne fournit pas une assurance pour l'ensemble des travailleurs de manière uniforme selon leur pays d'origine. C'est cet assureur-là qui est sélectionné. Oui, bien ça va être en raison des deux programmes d'immigration différents. Donc, pour le PTAS, c'est vraiment un accord interpays, un accord donc entre le Mexique et le Canada. Donc, le contrat d'assurance va être négocié par les représentants du Mexique et ça va couvrir les Mexicains dans tout le Canada. Alors qu'au niveau du PTET, bien, je n'ai pas encore accédé à la police. C'est qui a négocié ce contrat-là? Bien, le consulat guatémaltèque n'est pas impliqué, c'est certain. Est-ce que c'est ferme? Est-ce que c'est les agences? Ou au niveau d'emploi et développement social Canada, je ne suis pas certaine. Mais la couverture, elle est différente. Donc, sur une ferme, oui, il peut y avoir un Guatémaltèque qui a une certaine couverture et le Mexicain va avoir l'autre. Mais de toute façon, ils ne sont pas au courant de c'est quoi, là. Fait que, on est... Voilà. Question, Mario? Oui? Tu as encore ta question? OK, c'est à toi. Moi, j'aimerais savoir, au niveau du délai de carence d'assurance maladie. Il n'y en a pas en agriculture. OK, tu viens de me répondre. C'est une exception, les contrats sont courts, donc la RAMQ est délivrée, en théorie, c'est parce que les délais le problème, c'est qu'encore une fois, c'est l'employeur qui doit inscrire le travailleur à la RAMQ. Certains ne le font pas, même encore aujourd'hui. On a eu un cas cette semaine, c'était peut-être pas avec toi, Lucie. Puis, ça va être long avant qu'ils la reçoivent par la poste. Donc, c'est une autre question que j'ai posée. Combien de semaines tu l'as attendu, ta carte? Bon, et pour une minorité, bien, ça excède 6 semaines. Donc, s'ils n'ont pas la carte, ils pourraient voir leurs soins payés quand même. Est-ce qu'ils le savent? Pas nécessairement. Donc, ça peut être un motif qui les amène à retarder la consultation médicale, malgré qu'il n'y ait pas de délai de carence. OK. Parce qu'au niveau des autres travailleurs, le délai de carence, OK. Quand ils travaillent après 3 mois, ils ont l'assurance collective. Mais en attendant, si tu n'as pas d'assurance, tu te présentes à l'hôpital, ça coûte... Tu vas être soigné. Il n'y a aucune assurance qui paye. Là. Aucune assurance qui paye. Ce qui veut dire qu'il y a des employés qui ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Oui. Puis ça aggrave leurs conditions. Tout à fait. Puis des fois c'est comme trop tard dans des choses qui ne sont pas dépistées. Oui, sans parler de l'accès à l'interprétariat aussi, là, dans ton coin à Baie-Saint-Paul, la traduction en espagnol à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, ils sont pas... Non. Ils n'ont jamais entendu parler de ça, l'espagnol, là. Bien, je vais être honnête avec toi, j'ai resté surpris il y a un mois, puis il y avait quelqu'un qui avait passé par le chemin Roxham, puis qui s'était rendu à Trois-Rivières, puis s'est rendu dans Charlevoix, mais il y avait une grosse problématique de santé. Ils m'ont appelé pour que j'aille faire le traducteur, puis finalement, ils ont réussi de n'avoir un en dernière minute. Tant mieux. Oui. Tant mieux. Bien, il faut le demander. Hein. Les organismes comme le nôtre, on pousse, puis on voit des changements. Mais c'est inscrit à la loi, là. Tu sais, d'avoir un interprète dans... On pourrait jaser longtemps, Mario. Bonjour. Lucie Christiane, je suis intervenante terrain et juridique au RATMAC. Question pour toi et tes auxiliaires. Je voulais savoir, on a beaucoup les différences Guatemala-Mexique, mais moi je m'intéresserais aussi aux différences au sein du Guatemala entre les Guatémaltèques qui parlent espagnol et les Guatémaltèques autochtones qui sont allophones, que l'espagnol n'est pas la première langue. Oui. Donc, 25% de l'échantillon de l'étude, c'était des travailleurs d'origine autochtone qui déclaraient parler encore aujourd'hui une langue autochtone. Donc, ils sont de différents sous-groupes, surtout Maya. Le groupe le plus grand, c'est les Cachiquel. Donc, on en a des Cachiquel ici dans les images aussi.
en croisant cette donnée-là avec d'autres, parfois c'était significatif l'influence du statut autochtone, mais c'est pas non plus généralisé à tous les déterminants qu'on a étudiés, là. Quel exemple je pourrais te donner? Faudrait que je ressorte mes données, mais le statut autochtone, oui, a une certaine influence, parfois. Oui, oui. Moi, j'avais un commentaire puis une question. Le commentaire, ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure sur le sentiment d'appartenance, parce qu'en réalité, c'est très étonnant. Mais je me demande jusqu'à quel point, finalement, la question, c'était pas sentiment d'accueil. Oui. Qui serait finalement une variable très différente oui. du sentiment d'appartenance. Donc, oui. Peut-être que, finalement, dans la reformulation de la question, le résultat, c'est le sentiment d'accueil. Il y a 90% qui sont bien accueillis, parce que c'est complètement différent. Oui. Puis là, il y a une variabilité entre les 5 auxiliaires et moi, comment on l'appliquait. Donc, c'est sûr, cette question-là est moins fiable que d'autres. C'est ça. Ouais. Si tu as refait cette présentation, peut-être que je la nuancerai par rapport à la terminologie. Oui, parfait. L'autre question, c'est sur tes 138 questions. Est-ce qu'il y avait une question sur la possibilité de cuisiner ou l'accès à des repas? Parce que dans un autre volet du projet Partant, le volet restauration hôtellerie, on constate que ça peut avoir une certaine influence sur la santé des personnes, des travailleurs. Donc je me demandais justement... Les équipements disponibles dans la maison, là. Les équipements disponibles, ou est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller faire l'épicerie comme ils le souhaitent? Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir s'acheter l'épicerie, en tout cas? Donc, l'alimentation, c'est un déterminant qu'on a décidé d'écarter, étant donné qu'il fallait faire beaucoup de choix. Donc, on leur a demandé, oui, avec combien de personnes ils partagent la chambre, avec combien de personnes ils partagent la maison. Et on s'est plus intéressé aux aspects psychosociaux du logement, donc le sentiment d'intimité, conflit avec les collègues et le sentiment d'être libre de faire ce qu'il veut dans le logement. Donc, on est plus allé de ce côté-là que du côté, oui, alimentation, mais c'est un enjeu. Puis d'ailleurs, il y a une recherche en ce moment de l'Université à Montréal, Tia Demers, ça s'appelle We Feed You, on peut s'en reparler, mais elle va traiter de l'alimentation des travailleurs étrangers en agriculture au Québec. Puis la collecte va être cet été, là. On va prendre 2 dernières questions. Il y a Michel, peut-être après, ouais, pour conclure. Oui, bonjour, Agnès Gage, je suis coordonnatrice de la Chambre de recherche sur les dynamiques migratoires mondiales. Une simple question, peut-être un petit peu ignorante, mais 4/5 sont guatémaltèques. Est-ce que ça représente... Non, c'est la population des partenaires. Les Guatémaltèques sont surreprésentés dans mon échantillon. Ils sont quand même plus de 50% au Québec, là, mais ils sont pas à 75%. Il faudrait que je te sorte les chiffres. Là, ils sont peut-être 60% au Québec. Donc, pourquoi? Je pense que mon interprétation première, là, c'est encore une fois le type d'industrie. Donc, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que c'était beaucoup plus facile de recruter les travailleurs d'élevage et les travailleurs laitiers. Ils avaient l'intimité pour répondre aux questions, ils avaient le temps libre, ils avaient le Wi-Fi dans la maison et ils étaient moins craintifs. Donc, ces travailleurs-là, ça a été vraiment facile, plus facile de les rejoindre, mais on a dû pousser là, pour atteindre un 56% d'industrie de culture. Là. Ça a été des choix que j'ai faits pour orienter parce que je voulais qu'on voit aussi ces réalités-là, mais ça a été plus difficile de les rejoindre, donc beaucoup plus de temps sur le terrain, plus d'entrevues en présentiel aussi, parce qu'il y en avait qui étaient intéressés, mais il aurait fallu aller dans leur région, puis c'était peut-être pas prévu dans notre planning. Là. C'est 60% au Québec. Bien, j'ai les données, pas dans ma tête en ce moment, mais ils sont surreprésentés peut-être parce qu'ils sont dans des industries où ils sont plus libres. Ça, c'est mon hypothèse première. Oui, très bonne question. Bonjour, Michel Pilon, encore une fois, directeur général du RAPNA. Il faut comprendre aussi que l'étude n'est pas post-pandémique. Donc, il faut comprendre que quand il est arrivé la pandémie en 2020, les employeurs ont énormément resserré l'enfermement de ces travailleurs-là dans les fermes. Donc, pas de possibilité de sortie. Ils avaient trop peur que la pandémie rentre dans leur ferme. Et d'ailleurs, malgré ça, il y a eu quand même des pandémies dans leur ferme pareil. Mais ça a permis, dans le fond, aux employeurs de resserrer dans le fond, le rétaux sur les travailleurs. Même après la pandémie, on se rend compte qu'ils resserrent encore, qu'ils maintiennent les mêmes règles que c'était dans la pandémie. Donc, un hyper-contrôle, dans le fond, des travailleurs dans les fermes. Ils n'ont pas la possibilité de quitter. Il y a même des travailleurs qui ont reçu
carrément des plaintes, pas des plaintes, mais des mesures disciplinaires parce qu'ils ont quitté la ferme leur journée de congé. Ça te donne une bonne idée. Alors, ça va pas bien, là. Et ils sont libres, en principe, ces travailleurs-là. Ils peuvent aller où ils veulent leur journée de congé. Malgré tout, l'employeur resserre aussi le discours. C'est ce qu'on a vu, et la pandémie est le prétexte de l'employeur au départ. Il a maintenu cette situation-là, malheureusement, pour les travailleurs. Donc, on est post-pandémie. C'est pas toujours évident actuellement là, au niveau des travailleurs. Au niveau du sentiment d'appartenance, ça aussi, le RAPAC faisait beaucoup de fêtes des travailleurs agricoles. La pandémie, malheureusement, a fallu qu'on cesse ça. On avait même des cours de français à Saint-Rémy. Là, vous voyez, c'est là que le siège social d'ailleurs du RAPAC à Saint-Rémy. Et malheureusement, ces fêtes-là ont comme tombé. Alors là, on essaie de les reprendre encore une fois pour créer, bien sûr, une communication avec eux. Ce que vous voyez là, d'ailleurs, c'est à tous les dimanches. On rencontre les travailleurs sur le terrain. Juste à Saint-Rémy, on parle de 5000 travailleurs. Alors, le dimanche, là, si vous venez faire un tour à Saint-Rémy, vous avez l'impression que c'est une idée de latino-américaine. Parce que là, c'est parle espagnol de façon constante. Et on est juste en face, une rotonde, on fait un petit barbecue et on informe les travailleurs de leurs droits. Bon an, mal an, on va chercher à peu près 300-350 travailleurs à tous les dimanches qui viennent nous voir, discuter des dossiers. C'est assez intéressant. En ce qui a trait maintenant à la question alimentaire, on a une doctorante actuellement qui fait une étude de l'Université McGill. On collabore avec elle pour justement une étude complète sur la nourriture que les travailleurs mangent et c'est une étude difficile, donc elle fait un doctorat à l'Université McGill. On devait avoir les résultats l'année prochaine. Elle participe, sa recherche va être faite tout cet été en 2023. On devrait être capable en 2022. On pourra peut-être l'inviter l'année prochaine de Carpentine pour présenter son étude. Elle est superbe, en tout cas, on a adhéré dans son projet et ça va être cet été que l'étude va se faire. Merci. Encore une fois, Léon, dès la première. Bravo. Merci Michel.